Et si l'énergie du futur tenait dans le plus petit atome? Le tableau que vous voyez ici, c'est le tableau périodique de Mendeleïev. Il regroupe tous les éléments chimiques connus. Alors oui, ce tableau vous rappelle sûrement quelque chose. Est-ce que ça vous rappelle de bons souvenirs de cours de chimie? Non? Je vois que certains, ça leur rappelle plutôt de mauvais souvenirs, peut-être de contrôle surprise. Non mais rassurez-vous, aujourd'hui, pas de formule chimique compliquée ni d'examen à la fin. Si je vous montre ce tableau, parce que tout commence ici, tout en haut à gauche, par l'hydrogène. Le premier élément du tableau périodique, l'atome le plus simple et le plus léger. Il est constitué d'un proton et d'un électron. Mais alors, pourquoi s'intéresser à cet atome aujourd'hui? Parce que notre horizon énergétique est en pleine mutation. Depuis des décennies, notre consommation d'énergie dépendait principalement des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. On ne peut pas nier le fait que ces énergies ont contribué à un large développement technologique, industriel et économique. Mais cela a eu aussi des conséquences néfastes sur notre santé et sur notre environnement. La combustion de ces énergies libère d'importantes quantités de CO2, principal gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Et donc, aujourd'hui, on est face à une urgence climatique. Nous devons donc relever un double défi. Tout d'abord, répondre à une consommation d'énergie toujours aussi croissante, tout en réduisant les gaz à effet de serre produits. Et c'est là qu'intervient donc le dihydrogène, plus couramment appelé comme l'hydrogène, comme une alternative prometteuse. C'est une molécule très simple, composée de deux atomes d'hydrogène liés. C'est un gaz léger, incolore et inodore. On ne le retrouve pas forcément vraiment à l'état pur sur Terre, mais plutôt associé à d'autres molécules, telles que l'eau, H2O, qui est composée d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, ou encore dans le gaz naturel, qui est composé principalement des hydrocarbures. Ce sont donc des molécules composées de carbone et d'hydrogène, comme le méthane, CH4. Et donc c'est pour ça qu'on dit que l'hydrogène est un vecteur énergétique, et non pas une source d'énergie en soi, mais un moyen de la stocker et de la transporter. Donc l'hydrogène, on peut le produire à partir de différents procédés. Tout d'abord, on peut le produire à partir du gaz naturel, en séparant les atomes de carbone de ceux d'hydrogène. Ce procédé rejette par contre du CO2 et c'est ce qu'on appelle l'hydrogène gris. Dans le cas où on capte le CO2 et on le stocke, on dit, avec le même procédé, on dit que on produit l'hydrogène bleu. Et dans le cas où on produit l'hydrogène par électrolyse de l'eau, c'est-à-dire séparer les atomes d'oxygène de ceux d'hydrogène, à partir d'électricité issue des énergies renouvelables, on dit qu'on produit l'hydrogène vert. Et dans ce procédé fait zéro émission de CO2. Donc l'enjeu, c'est de produire l'énergie, de le stocker, et puis on peut l'utiliser dans différentes applications. On peut l'utiliser dans les utilisations domestiques, pour le chauffage et pour la production d'électricité. On peut aussi le produire dans l'industrie chimique, donc en remplaçant les combustions fossiles, ou encore dans la mobilité, comme carburant pour les trains, les moyens de transport et les bus. Et d'ailleurs, c'est une réalité dans plusieurs villes en France, dans Clermont-Ferrand, où une nouvelle ligne de bus a été inaugurée fin 2024, fonctionnant avec des piles à combustible à hydrogène. Donc ce qui est intéressant dans l'hydrogène, c'est que l'équation de combustion
montrent que les sous-produits de la combustion sont uniquement l'eau et l'énergie. Et c'est cette propriété qui rend l'hydrogène particulièrement attractif comme vecteur énergétique capable d'alimenter nos systèmes en produisant en faisant zéro émission de CO2. Mais malheureusement, tout ce qui brille n'est pas or. L'hydrogène, bien qu'incolore et inodore, lorsque sa concentration dans l'air est entre 4% et 75%, il devient explosif et inflammable. L'histoire nous rappelle à quel point cette propriété peut être dramatique. En 1937, le célèbre dirigeable d'Hindenburg, gonflé à l'hydrogène, a pris feu à son arrivée à Lakehurst, près de New York. Une simple étincelle d'électricité statique a fait enflammer le gaz qui s'échappait, provoquant un incendie malheureusement dramatique avec la mort de 36 personnes. Plusieurs accidents récents ont montré que le danger lié à l'hydrogène n'appartient pas seulement au passé. En 2019, une station d'hydrogène à Sandvika en Norvège a explosé. Suite à une fuite du gaz, le gaz s'est accumulé et une étincelle a provoqué l'explosion. Dans la même année, en 2019, à Santa Clara, aux États-Unis, un site industriel, sur un site industriel, lors d'un remplissage d'un réservoir à hydrogène, une erreur de manipulation, et puis une erreur de manipulation et une fuite non détectée a provoqué une explosion qui s'est ressentie sur plusieurs mètres. Heureusement, sur ces deux derniers accidents, il n'y a pas eu de victimes graves. Mais ces exemples nous montrent à quel point la sécurité liée à l'hydrogène est un enjeu mondial. Et que si on souhaite vraiment l'inclure dans le mix énergétique à côté des énergies renouvelables, la biomasse et le nucléaire, et afin d'atteindre les objectifs de décarbonisation, il faut vraiment assurer, c'est nécessaire de développer donc des systèmes de détection de fuite afin d'assurer, de garantir la sécurité de l'hydrogène depuis sa production jusqu'à son utilisation finale. Et donc c'est là que j'interviens. Je m'appelle Rajab Pacha Salma, je suis doctorante à l'Institut Pascal au sein de l'équipe microcapteurs et capteurs et microcapteurs chimiques. Depuis très petite, je rêvais de travailler dans un laboratoire de recherche, de faire des manips, des expériences et de comprendre la matière. Aujourd'hui, j'y suis et je travaille sur l'étude et le développement de capteurs performants pour la détection de fuite d'hydrogène. Avant d'aller dans plus de détails sur mes travaux de thèse, laissez-moi d'abord vous expliquer qu'est-ce qu'un capteur de gaz. Donc, un capteur de gaz, c'est un peu comme un détecteur de fumée, sauf que le capteur, en plus de détecter, il va mesurer la quantité du gaz présent. Donc, principalement, il est composé de deux éléments. On a le matériau sensible et le transducteur. Le matériau sensible, c'est ce qui rentre en interaction avec le gaz. Et donc, le gaz va modifier des propriétés physiques ou chimiques au niveau du matériau sensible. Les propriétés, ça peut être des propriétés électriques, optiques ou encore thermiques. Le transducteur, quant à lui, va traduire cette modification au niveau du matériau sensible en un signal mesurable. Et donc, le but du jeu, c'est de trouver une combinaison optimale entre le matériau sensible au gaz cible et le transducteur qui va donc mesurer cette variation en un signal. Et comme je vous l'ai dit, le but de ce que je fais, c'est de développer des capteurs performants. Ce que j'entends dire par des capteurs performants, c'est que les capteurs doivent répondre à des exigences météorologiques, telles que la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est la capacité du capteur à produire un signal mesurable en réponse à une variation de la concentration de gaz. On a aussi la répétabilité, c'est la capacité à fournir les mêmes résultats dans les mêmes conditions de mesure.
On a aussi le temps de réponse. Donc, un capteur, il doit réagir rapidement en cas de fuite. Donc, il faut qu'il y ait un temps de réponse assez rapide. Et on a aussi une performance qui est très importante, c'est la sélectivité. Parce que gardez en tête que l'utilisation du capteur, ça va être dans un environnement réel, donc dans un environnement où il y a plusieurs gaz qui sont présents, d'autres polluants qui peuvent être présents sur le site. Donc la sélectivité, c'est la capacité à détecter spécifiquement le gaz cible, même en présence de d'autres gaz. Donc c'est une performance qui est très importante que le capteur doit avoir. Et puis finalement, on a le faible seuil de détection. C'est la capacité à détecter le gaz à des concentrations très faibles. Vous me suivez toujours? Oui? Parfait. Parce que là, accrochez-vous, on va passer au nanomonde. Donc, pour développer mes capteurs, j'utilise des matériaux nanostructurés. Les matériaux nanostructurés, donc je travaille à l'échelle nanométrique. Pour que vous ayez une petite idée, là, là, on a une échelle où on représente un peu tous les tailles de matériaux. Donc là, ici, on a des objets qu'on peut utiliser chaque jour, par exemple une pièce d'1 euro ou un ballon. Donc ces objets, on peut les mesurer en mètres ou en centimètres. Si on zoome un peu, on arrive sur des micromatériaux, comme un cheveu humain ou des bactéries. Et si on zoome 1000 fois plus, on arrive sur les nanomatériaux, donc, où on peut mesurer donc, des nanoparticules ou l'ADN. Donc ce qu'on mesure ici, à cette échelle, c'est quelques milliardièmes de mètres. Donc moi, je travaille avec des matériaux qui appartiennent à cette échelle. Donc, pour mon capteur et pour détecter l'hydrogène, ce que j'utilise comme matériau sensible, c'est des nanoparticules de palladium. Le palladium, c'est un métal qu'on va retrouver dans la nature. Et c'est un métal qui est connu pour être réactif vis-à-vis de l'hydrogène, grâce à son effet catalytique. Ce que je veux dire par effet catalytique, c'est que lorsque les molécules du dihydrogène vont s'approcher sur la surface du palladium, le palladium va séparer l'hydrogène moléculaire en hydrogène atomique. Et donc ces atomes d'hydrogène vont un peu pénétrer dans les nanoparticules. Et donc ce qui fait que cela va modifier des propriétés électriques au niveau du matériau sensible. Et pour cela, j'ai choisi de travailler avec un transducteur résistif. Donc, un transducteur résistif, ce que je vais mesurer, c'est la variation de résistance. Mais concrètement, qu'est-ce que la résistance? La résistance, on peut la voir comme la difficulté qu'un courant électrique peut avoir pour circuler. Quand je dis un courant électrique, donc la circulation des électrons, parce qu'un courant électrique, c'est la circulation des électrons. Donc la résistance, c'est la difficulté que peuvent avoir les électrons à circuler. On peut voir ça un peu comme une autoroute. Si l'autoroute elle est libre, donc les voitures, donc les électrons, ils vont circuler librement. Mais quand donc on rajoute des obstacles au niveau de l'autoroute, les voitures, donc les électrons, ils auront du mal à circuler. Et donc c'est vraiment ça ce qui se passe au niveau de mon matériau. Donc dans le cas où on rajoute l'hydrogène ou un obstacle, donc les électrons ils auront du mal à circuler, donc la résistance elle va augmenter. Et donc pour améliorer encore plus mes capteurs et atteindre les objectifs d'avoir un capteur performant, l'idée est d'associer en plus les nanoparticules avec d'autres matériaux. Donc le matériau avec lequel je travaille pour une première approche, c'est un matériau organique. C'est la phthalocyanine de cuivre. Donc on va prendre la phthalocyanine de cuivre qu'on va décorer par la suite par des nanoparticules de palladium. La phthalocyanine de cuivre, vous l'avez sûrement rencontrée parce qu'on la retrouve dans des objets du quotidien, on va dire. C'est une poudre qu'on va retrouver dans des pigments, de l'encre ou des objets en plastique, par exemple. On
peut retrouver aussi dans les encres de stylo. Donc, l'idée, c'est de déposer une couche de phthalocyanine de cuivre sur mon substrat résistif et par la suite la décorer par des nanoparticules de palladium. Pour que vous ayez une petite idée à quoi ressemble mon capteur, donc mon capteur, il ressemble à ça. C'est un objet, c'est un substrat qui est vraiment très petit, qui mesure 3 mm x 5 mm, donc qui est facile à intégrer, à utiliser. Avant de passer au résultat, je vais vous montrer un peu ce qu'on fait. En fait, après avoir choisi donc, le matériau avec lequel je vais travailler et tout ça, il faut faire ce qu'on appelle des caractérisations. Les caractérisations, ils vont nous aider à voir comment nos matériaux ils sont dispersés ou ils sont posés à l'échelle donc nanométrique. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une image obtenue par microscope électronique à balayage. Donc ici, ce qu'on voit, c'est la disposition de mes nanoparticules sur la phthalocyanine de cuivre. Et par la suite, en fait, il y a tout un travail d'optimisation de matériaux avant de pouvoir tester et de conclure sur des résultats. Donc, je voulais bien partager avec vous où je fais mes mesures. Donc, voilà à quoi ressemble mon banc de mesure. Ça, c'est un schéma que j'ai repris, mais ça, c'est l'image du coup de mon banc de mesure à l'Institut Pascal. Donc, c'est ici que je vais tester mes capteurs. Donc, mes capteurs, je les dispose dans une chambre de mesure. Et selon différentes conditions que je vais choisir, je vais pouvoir les tester avec différentes concentrations d'hydrogène. Et l'hydrogène que je produis ici, il est produit à partir d'électrolyse d'eau. Donc voilà. Et donc, après avoir testé, on obtient des résultats. Donc, non, bah non. Ah, non. Ah, non. C'était pas celui-là. C'est où? Ah. Donc, je reprends. Donc là, du coup, là, ce qu'on voit, c'est mon capteur qui est soumis à l'air. Donc, quand il est soumis à l'air, il a une certaine valeur de résistance. Donc, on est à cette valeur de résistance. Quand j'expose mon capteur à l'hydrogène, donc l'hydrogène va venir se déposer sur mon substrat. Donc, l'hydrogène moléculaire va se dissocier en hydrogène atomique, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ce qui se passe, c'est que la résistance, elle va augmenter dès que j'expose mon capteur à l'hydrogène. Et quand j'arrête l'exposition de mon capteur à l'hydrogène, bah, la résistance, elle revient à sa valeur initiale. Quand je refais la même chose, où j'expose donc mon capteur à l'hydrogène, la valeur de résistance, elle va augmenter, et ainsi de suite. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une réponse typique de mon capteur face à son exposition à l'hydrogène. Donc, cette réponse qu'elle peut nous montrer, où je vais résumer un peu toutes les résultats que j'ai obtenus. Donc, tout d'abord, on voit que mon capteur, il est sensible à l'hydrogène parce qu'il donne une variation de signal face à son exposition à l'hydrogène. On a aussi donc une répétabilité de la réponse, où donc en exposant dans les mêmes conditions, on obtient les mêmes réponses. J'obtiens aussi un temps de réponse de 30 secondes, qui est un temps de réponse relativement rapide. Et aussi en qu'en calculant la limite de détection, j'obtiens que mon capteur, il arrive à sa limite de détection est de 0,03% d'hydrogène, donc qui est 130 fois moins que le seuil d'explosivité qui est de 4%. Et en testant donc mon capteur sous d'autres
gaz qu'on peut retrouver dans des sites industriels tels que le monoxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène ou l'ozone ou voilà autre, je retrouve que mon capteur il est sélectif à l'hydrogène dans un environnement où il y a tous ces gaz. Donc ça c'est la première approche, c'est la première partie de mes travaux de thèse. Et ensuite j'étudie un deuxième matériau. Donc j'étudie l'association d'un autre matériau qui est un matériau nanocarboné qui est le graphène, décoré par des nanoparticules de palladium. Donc le graphène, c'est ce que vous voyez ici. Donc le graphène, c'est ce que vous voyez ici. C'est un matériau bidimensionnel qui est constitué d'atomes de carbone qui sont disposés en hexagonale, dans une structure hexagonale qui ressemble à des nids d'abeilles. Et donc le graphène, on peut l'extraire du graphite. Et le graphite, c'est ce qui compose les mines de crayon. Et donc voilà. Encore. Mais donc, le temps que ça revient, donc l'idée, et donc cette étude est en cours, donc l'idée est de comparer l'association de ces deux matériaux, donc la phthalocyanine de cuivre avec le palladium, et de l'autre côté, la deuxième approche, c'est d'associer les nanoparticules de palladium avec le graphène, afin de comparer et d'évaluer les performances qu'on va obtenir avec chacun des matériaux. Et donc j'ai très hâte d'avoir ces résultats avec le graphène. Et donc voilà un peu ce que je fais. Ah, pardon, j'ai pas dit que le graphène c'était un matériau qui était très conducteur, qui permet de faire circuler les électrons très librement. C'est un matériau qui est très résistant aussi et léger. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de comparer et d'évaluer les performances et les résultats des capteurs entre les deux matériaux, afin donc d'évaluer leurs performances. Et donc l'idée, c'est de développer Donc en somme, mon travail consiste à concevoir des capteurs d'aujourd'hui pour les horizons énergétiques de demain, et que l'hydrogène ne soit pas seulement une énergie propre, mais une énergie qui est sûre. Merci pour votre attention. Bon, il a peut-être planté, on va essayer mais on va aller s'asseoir avec Salma déjà pour discuter un peu avec vous. Puis on espère que ça va marcher parce que normalement on devrait avoir peut-être un compte-rendu graphique là tout de suite de cette présentation. On croise les doigts. Anne fait les derniers coups de crayon. Donc on va discuter un peu, je vous laisse la parole en fait. L'idée c'est vraiment que vous puissiez lui poser toutes les questions que vous voulez. Encore une fois, merci beaucoup Salma, c'est pas évident de passer en premier. Donc vous avez peut-être des premières questions à lui poser sur ces capteurs qui vont permettre de capter le dihydrogène pour éviter l'explosion. Peut-être ça sera. Ce serait pas mal. Est-ce que vous avez des questions ? Donc le temps de réponse, une question sur le temps de réponse du capteur. On est 30 secondes, on est d'accord ? Donc ce que vous voulez savoir, c'est à quoi correspond ce temps de réponse. Donc c'est effectivement le temps auquel, c'est au moment d'exposer, le temps de réponse qu'a besoin mon capteur pour détecter donc l'hydrogène. Est-ce que vous avez d'autres questions ? En attendant, moi j'en ai une. Ah oui, bah, allez, priorité. J'ai un micro. Oui,
Actuellement, les capteurs, puisqu'on a déjà du stockage, on a vu des accidents, c'est une technologie qui est très différente, beaucoup plus encombrante. Enfin voilà, je voulais mesurer l'écart entre l'actuel et l'avenir, justement. Donc, ce qui est commercialisé maintenant, c'est que, je ne sais pas si c'est bien ça votre question, est-ce qu'entre ce qui est commercialisé et ce qu'on fait en recherche? Oui, comment actuellement on détecte l'hydrogène? J'avoue que je ne connais pas du tout. C'est avec des capteurs, donc on retrouve beaucoup de capteurs qui sont commerciaux, mais il y a des capteurs donc, qui vont manquer de sélectivité, par exemple. Donc l'idée, c'est pour ça on fait encore de la recherche et on essaie de trouver donc, des capteurs qui sont encore plus performants ce qu'on a. Il y a aussi des capteurs qui travaillent à température qui est très élevée. J'ai oublié de mentionner que mes capteurs fonctionnent à température ambiante, ce qui est pas très contraignant quand on veut travailler dans l'industrie. Donc voilà un peu. D'accord. J'enchaîne sur une autre question. D'un point de vue économique, parce que j'imagine qu'il faut trouver des sondes justement qui ne seront pas trop coûteuses. Est-ce que ces nanoparticules, c'est extrêmement coûteux ou on en est où? Alors, le palladium en soi, la manière de son extraction et tout ça, c'est bien évidemment c'est coûteux. Mais il faut garder en tête que ce que j'utilise dans mes capteurs, c'est vraiment quelques nanomètres. C'est pas énorme comme quantité. Et en même temps, le palladium, c'est un matériau qui est recyclable. Donc, ça reste donc moins coûteux. Et ce que j'utilise actuellement, c'est... on essaie effectivement de diminuer le coût de ce capteur. À long terme, pour le moment, ça reste un capteur qui est développé en recherche, mais si on veut vraiment l'appliquer, l'idée, ça va être qu'il soit le moins coûteux possible. Ça y est, on a la représentation graphique de ta présentation, si tu veux la découvrir. Merci Anne. D'autres questions ici? Tu parlais d'étincelles justement. Oui, voilà. Donc en termes de sécurité, tu disais qu'à partir de 4%, le dihydrogène devenait inflammable et explosif. Et là, tu parles de mettre en contact du dihydrogène avec un courant électrique. Donc si tu es en dessous du seuil de détection, ça va, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des risques si jamais il y a un gros fort de dihydrogène, par exemple une grosse fuite d'un coup, qui arrive sur ce capteur électrique, que ça s'enflamme justement à cause de l'électricité et d'étincelles potentiellement générables avec ça? Là, par rapport à ce que je fais moi en laboratoire, c'est je maîtrise du coup la concentration de l'hydrogène, mais effectivement le but de ces capteurs, c'est avant qu'on arrive à l'explosion et à ce seuil, quand on fait le nécessaire pour que ça explose pas. Donc voilà. Oui, mais du coup, ma question, c'était justement sur une fuite, par exemple, comme tu montrais aux États-Unis, une erreur de manipulation. D'un coup, ils envoient énormément d'hydrogène dans l'air et là, ça explose. Il n'y a pas de juste mesure entre les deux. Il n'y a pas ça monte un petit peu et après ça pète. C'est d'un coup une grosse fuite. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque ou est-ce que ça va permettre justement de voir immédiatement, avec les 30 secondes de réponse, par exemple, cette fuite-là et de pouvoir arrêter de suite tout ce qu'on fait ou s'éloigner si ça doit exploser? En vrai, quand on va parler de fuite, ça va être un cumul d'hydrogène en principe. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ces capteurs qui seront capables de détecter bien à l'avance. Mais là, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cumulation du gaz et qu'on arrive à ce seuil. Mais le but, c'est d'avoir des capteurs qui arrivent à détecter bien avant qu'on arrive au seuil de détection, au seuil d'explosivité. Alors, je précise, parce que j'étais allée chercher l'info, qu'en 2020, le gouvernement promettait de dépenser plus de 7 milliards d'euros d'ici à 2030 pour développer ce nouveau vecteur d'énergie. Donc, c'est assez énorme. Et alors, ces capteurs, on espère les développer, tu espères les développer à quelle échéance? Vous pouvez imaginer pouvoir les utiliser quand?
les utiliser quand? Parce que là, en ce moment, c'est en cours de recherche, en cours de Oui. développement. On fait un peu la preuve de concept. Peut-être il faut encore une autre thèse après. Et donc, j'invite des étudiants au master à postuler pour l'équipe, si vous voulez, si le sujet vous intéresse. Et peut-être je sais, en vrai, je sais pas vraiment, peut-être dans 5-10 ans. difficile. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? Une question ici. Alors moi j'ai une question pas en lien direct avec la science. Je voulais savoir à peu près si tu avais une idée de la part que va représenter l'hydrogène dans la production d'énergie. Parce que là, en ce moment, en France, on est beaucoup sur le nucléaire. Les voitures fonctionnent beaucoup à l'énergie fossile. Est-ce que tu as une idée un petit peu de la part que va prendre l'hydrogène ? J'ai pas le chiffre, mais j'essaie de se rappeler. Mais normalement, dans le mix énergétique, je pense, si je me trompe pas, le but c'est qu'il atteint les vingtaines de pourcents. Peut-être je fais une erreur sur le chiffre, mais en tout cas, il va pas prendre vraiment. Je pense d'ici 2030, l'idée. Enfin, dans le mix énergétique, il ne prend pas vraiment beaucoup de place parce qu'il y a toujours cet effet de dangerosité, de risque de sécurité qui est lié à l'hydrogène. Et vu que tout ça, c'est en cours de développement, d'ici 2030, déjà, il ne prendra pas vraiment beaucoup de place. Mais c'est en cours de recherche et de progrès. Merci. D'autres questions peut-être? Non, ça y est, on sait tout sur l'hydrogène. Merci beaucoup, Salma. Je vous en prie.